Ok, donc on commence. Sergio? Oui, Oui, ok. Euh, bon, alors, je vous donne la bienvenue avec Sergio aussi pour cet atelier. En fait, cette activité, elle s'inscrit dans un petit cycle de formation continue qui est proposé par l'Institut Lenguas Vivas. Et donc, à côté de cet atelier, il y aura d'autres ateliers pendant l'année. Si vous souhaitez revoir des ateliers qui ont déjà eu lieu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube du Lenguas, du professorat de français en fait. Après, c'est sûr qu'on refera un petit mail pour envoyer toutes les informations. Euh, donc, en fait, je voulais remercier déjà et présenter Sergio, que vous connaissez certainement. Donc, Sergio, il est professeur de français diplômé à l'Institut d'enseignement supérieur en langue vivante Juan Ramón Fernández, donc notre très cher Lenguas. Et il a suivi une formation de perfectionnement académique en éducation complète à la sexualité à l'école, qui a été offerte par le ministère de l'Éducation de la ville de Buenos Aires. Et ensuite, Sergio, tu as aussi publié des séquences didactiques pour le niveau secondaire, un peu dans cet objectif de favoriser la mise en place de l'éducation complète à la sexualité dans la classe de FLE. Et Sergio, tu me corrigeras, mais toi aussi, tu as aussi animé des ateliers sur la pédagogie du projet en lien avec l'éducation complète à la sexualité. Et ces ateliers, ils ont été organisés aussi par l'Institut français d'Argentine. Ensuite, Sergio a travaillé plusieurs années dans les écoles primaires plurilingues de la ville de Buenos Aires et il travaille actuellement comme professeur de français au niveau secondaire, comme professeur d'analyse du discours à l'Institut Langue Vivante et comme professeur aussi de compréhension de lecture à la faculté de philosophie et des lettres de l'Université de Buenos Aires. Voilà, donc Sergio, on te remercie encore une fois. Et avant de te passer la parole, juste un petit mot, peut-être si quelqu'un a besoin d'une certification d'assistance, n'hésitez pas à laisser dans les chats votre nom et votre prénom complet avec votre numéro de pièce d'identité. Comme ça, après, Lucia vous fera parvenir cette petite certification ou attestation si éventuellement vous en aviez besoin. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sergio. Je te passe la parole. bonjour et merci Victoria pour cette présentation. Et, bon, alors ce matin, on va réfléchir un peu déjà à la dimension formatrice dans les cours de FLE et en rapport avec le travail qu'on peut faire à partir de l'éducation complète à la sexualité. Donc, vous avez déjà complété un formulaire au moment de vous inscrire. Et donc, j'ai vu un peu que c'est assez, euh, disons, il y a assez divers. Il y a des gens qui ont déjà assisté à des formations de ce type, peut-être de manière plus générale pour aborder des contenus d'éducation à la sexualité, mais pas nécessairement en rapport avec le travail qu'on fait dans les cours de FLE. Et donc, peut-être il y aura des choses que vous savez déjà, oui, et c'est le moment aussi de euh, réviser un peu et, quelques concepts, quelques définitions, et puis on va essayer de miser un peu plus sur hum, la réflexion sur la dimension formatrice et un peu voir quels sont les défis au moment de entamer des activités et qui tiennent compte de, de l'éducation complète à la sexualité et aussi
réflexion pour le moment de la planification et de choisir des activités. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites si c'est bon. Vous pouvez voir la présentation. Oui, Oui, je OK. vois. Et donc, avant de commencer, juste je vais vous demander simplement euh, s'il y a des réflexions ou des questions euh, qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez prendre note peut-être pour partager ça oui, dans les moments où il y aura euh, un peu plus d'interaction ou à la fin, on aura quand même quelques minutes pour, voilà, pour que vous puissiez poser des questions et essayer d'éviter de déclencher des débats ou des échanges d'opinions sur le chat, oui, en parallèle de la présentation. Comme ça, on évite de disons, déjà de ne pas pouvoir suivre un peu l'exposition et voilà, pour pouvoir échanger et tous ensemble. Oui. Donc, euh, ok. Donc, dimension formatrice, éducation complète à la sexualité en classe de FLE. Et encore une fois, oui, pour la demande d'attestation, donc nom et prénom, numéro de pièce d'identité et un email. De toute manière, moi, j'ai vos adresses, donc ça, et ça va. Je vais rappeler ça à la fin aussi. Et, bon, les objectifs de notre formation de ce matin. Donc, d'abord, connaître le cadre normatif en éducation complète à la sexualité en Argentine. euh, Réfléchir sur les enjeux de cette approche pour la classe de FLE et sa dimension formatrice, et des aspects positifs et des défis à relever, et s'interroger sur la planification des activités pour la classe de FLE depuis l'approche oui, de l'éducation complète à la sexualité. Donc, moi, avant de commencer avec un peu euh, avec le cadre normatif et quelques réflexions sur ce euh, que c'est l'éducation complète de la sexualité, j'aimerais vous demander donc si les sujets qui vont apparaître sur l'écran, euh, vous considérez qu'ils ont quelque chose à voir avec l'éducation à la sexualité. Oui. Dire si oui ou non et pourquoi. Vous pouvez prendre la parole ou vous pouvez répondre sur le chat. Se présenter. Est-ce que c'est un sujet qui peut être mis en rapport avec l'éducation à la sexualité? je réponds sur le chat. Désolée. Comme vous voudrez. Je pense qu'a priori, on dirait que non, Mhm. mais du moment où la présentation a à voir avec notre identité et je me présente en tant que femme cis, femme trans, c'est en rapport avec l'éducation à la sexualité. Ok, merci.
Donc, je continue et de toute manière, c'est... Puis, par exemple, demander et donner des informations personnelles. Je continue si vous voulez et on peut euh, répondre si vous voulez un peu globalement à la fin. Vous pouvez y réfléchir. Présenter sa famille, décrire une personne physiquement, parler des professions, parler de son quartier, décrire ses lieux préférés, parler de ses activités, présenter sa journée, parler des tâches ménagères, parler de ses habitudes alimentaires, exprimer ses goûts, exprimer des préférences, parler de la mode, donner et recevoir des conseils, exprimer et confronter ses opinions. Donc, maintenant, oui, si vous voulez, de manière plus générale, il y en a qui vous ont attiré l'attention, que vous considérez peut-être comme des sujets qui sont plus, plus en rapport avec des contenus de l'éducation à la sexualité, d'autres que peut-être vous considérez que non. Bon, moi, en fait, je considère de manière générale que, de la même manière que l'éducation à la sexualité est un axe qui traverse, qui devrait traverser, en fait, toutes les matières ou tous les aspects, de la même manière, la sexualité est un aspect qui traverse tous les différents sujets de la vie personnelle. Donc, en fait, même s'il y a des sujets qui, a priori, comme Nathalie a dit, semblent innocents, je ne sais pas, comme Mhm, présenter la journée ou quelque chose comme ça, ce sont des sujets, en fait, innocents. La sexualité traverse toute la vie. Donc, il y aura toujours des angles, si on veut, mhm, pour faire des liaisons avec la sexualité, même si ce n'est pas quelque chose d'explicite. mhm. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je me suis rendu compte que pour la description physique et les professions, et il y avait quoi d'autre? La famille. La famille, un peu moins, mais pour les autres qui parlent des personnes, je pense que c'est plus facile de repérer l'aspect en rapport avec la sexualité. Par contre, avec la journée, avec quoi d'autre? Les habitudes alimentaires, il y avait quoi d'autre? Le quartier. Je ne saurais pas comment travailler la l'éducation complète à la sexualité. Ok, Mais voilà. je suis d'accord avec Hélène aussi. Mhm. Ouais. Oui. Bon, donc l'idée, c'est un peu on va peut-être revenir après sur cette liste où pourrez y revenir et à la fin peut-être pour voir s'il y a
des aspects que vous n'avez pas considérés maintenant et qui euh, seront peut-être plus évidents. De quelle manière on pourrait mettre en rapport ces contenus? Des contenus, évidemment, que j'ai pris. C'est une petite liste que j'ai tirée des tables de matière, des méthodes de FLE et surtout des premiers niveaux. Oui. C'est en général le premier livre. Donc, c'est des sujets, si vous voulez, qu'on aborde euh, dès le début, oui, avec nos étudiants et nos étudiantes. Euh, ok, donc je continue. Ah, il y en avait un dernier, parler de ce projet. Bon, on verra ça aussi. Ok. Bon, donc éducation complète à la sexualité, cadre normatif et approche complète. Et donc, on ne va pas trop s'arrêter sur cette partie, mais je voulais simplement vous montrer de manière générale euh, un peu le cadre normatif dont on va parler, qui est euh, particulièrement en rapport avec l'éducation complète à la sexualité. Hum, disons, c'est un peu le résultat, oui, d'une longue histoire et de, des lois oui, et d'un cadre normatif beaucoup plus large et qui a, disons, un peu donné un peu le contexte et pour que la loi d'éducation complète à la sexualité, en principe, ait, ait- ait pu être acceptée et mise en place. Oui. Donc, législation internationale, législation nationale, et puis en particulier en matière d'éducation, même chose, législation nationale, et puis il y a une législation juridictionnelle, et moi je connais plus particulièrement celle de la ville de Buenos Aires, mais oui, on sait qu'en Argentine, euh, chaque euh, province a des lois propres. Donc, il peut y avoir parfois des petites différences dans cette partie de la législation, mais il y a un cadre euh, national oui, qui doit être de toute manière respecté. Oui. Donc, si je vous pose la question, donc, quelle est la différence entre éducation à la sexualité et éducation complète à la sexualité? Est-ce que vous savez déjà? Est-ce que vous avez une idée de quelle pourrait être la différence entre ces deux concepts? Non, moi non. J'ai l'impression que l'éducation à la sexualité, ça peut être en rapport avec euh, des, des MST, de contraception, euh, cette vieille tradition de sexualité liée je sais pas, soit aux maladies, soit à tomber enceinte ou enceinte. Alors Mhm. que compléter la sexualité, c'est plus intégral, D'accord. Oui. peut-être. Mhm. Quelqu'un d'autre? Moi, je suis d'accord avec Nathalie. Je pensais à la même chose, comme si l'éducation complète à la sexualité, elle englobait aussi des valeurs peut-être de tolérance, de respect, enfin, tout ce qui peut-être n'a pas, n'a pas de rapport avec le physique, forcément, mais le rapport à l'autre, euh, qui n'est pas forcément physique. Mais en vrai, je ne sais pas. C'est une hypothèse.
Très bien. Merci, merci. Bon, donc, un peu comme vous dites, oui, et, surtout, disons, l'éducation complète à la sexualité, c'est une manière euh, en particulier de aborder l'éducation à la sexualité, oui. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter sur un peu les différentes approches qui existent euh, euh, pour aborder ce sujet, mais disons qu'on peut dire de manière générale que l'éducation à la sexualité est omniprésente, oui, dans les écoles. C'est-à-dire, euh, même dans les petites choses, des réponses quand on nous disait, on sait pas, les filles ne disent pas de gros mots, oui, ou les garçons ne doivent pas pleurer, ou si on nous disait qu'on devait nous habiller d'une certaine manière ou d'une autre, et disons, il y a toute une série de choses qui sont peut-être moins évidentes et qui passent un peu comme des questions culturelles, pas évidemment. Et, et même disons, dans la manière de présenter le monde et les rapports entre les gens, déjà dans les manuels qu'on utilise depuis toujours, oui. Et le type de famille qui était présenté comme modèle, le, euh, voilà, les professions, comme on disait tout à l'heure, et, si- présentées parfois comme en catégorie homme-femme, oui, des professions exclusivement pour des garçons, exclusivement pour des filles. Et bon, donc disons que l'éducation à la sexualité, donc, elle est omniprésente. Et même sans le savoir, on l'aborde d'une certaine manière. Et l'éducation, mais cette éducation, disons, est- n'est pas toujours complète. Mhm. Donc, dans le sens où elle ne tient pas toujours compte des différentes dimensions de la sexualité. Mhm. Et afin de mettre en place une approche complète de l'éducation à la sexualité, il faut que les enseignants et les enseignantes connaissent le cadre normatif et qu'ils, elles, suivent des formations leur permettant de développer une démarche réfléchie dans leurs établissements. Oui, c'est cette idée de réfléchir. On le fait de toute manière, mais il y a une différence entre le faire d'une manière irréfléchie, un peu continuer de passer des stéréotypes, des préjugés, mhm, et disons, avoir des moments de formation, un peu comme aujourd'hui, et des petits moments où on peut arrêter, prendre 2 secondes pour voir un peu de quelle manière on aborde ces sujets et quels sont en principe, euh, d'abord ce qui est attendu par le cadre normatif, hein, qui nous est, euh, disons, qui valide un peu notre travail dans les écoles, qui justifie et oriente la manière de le faire. Et, et bon, voilà. Hein. Donc, encore pour les cadres normatifs, deux petites choses tirées de 2 lois. La première, une loi nationale, oui, la loi 26 150, dans son premier article, mhm, établit, disons, cette définition d'éducation complète à la sexualité comme celle qui considère et articule les dimensions biologiques, psychologiques, sociales, affectives, spirituelles et éthiques des personnes en congruence avec une approche des droits humains. Oui. On reviendra tout de suite pour voir un peu quels sont les contenus associés à chaque dimension. Et puis pour la loi 2110 de la ville de Buenos Aires, dans son quatrième article, établit les principes, oui, quelques principes. Donc, c'est de considérer la sexualité dans son intégralité, comme un développement psychophysique, et qui est en rapport aussi avec la vie de couple, la santé, la culture, la spiritualité.
Comme principe aussi, il y a la valorisation de la communication et de l'amour, la responsabilité et le droit à l'intimité. Il y a aussi le respect de la diversité des valeurs en ce qui concerne la sexualité, le rejet de toute pratique sexuelle coercitive et de toute forme d'abus et de violence sexuelle, la reconnaissance et valorisation des droits humains et de la famille comme milieu de protection et de formation, et la reconnaissance de la perspective de genre. Et donc, juste pour s'arrêter 2 secondes sur ce que c'est que la perspective de genre, être d'accord. Avec cette question de la perspective de genre, on entend aujourd'hui, dans certains contextes, parler de l'idéologie de genre et en général d'une manière négative, oui, comme un peu comme si c'était des idées d'un petit groupe qui voulait imposer oui, des croyances. Et bon, mais en réalité, la perspective de genre implique de pouvoir donc distinguer les différents sexes des rôles, comportements, expressions et identités que la société construit et distribue sur cette différence sexuelle. Mhm. Et peut-être aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus dans la polémique, c'est cette idée de, bon, le système binaire, oui, masculin-féminin, et l'ouverture sur un système beaucoup plus varié où il y a des identités qui ne correspondent pas, des personnes qui ne s'identifient pas avec euh, les genres hommes et femmes. Oui. Mais en principe, même dans le système binaire, euh, disons, on sait qu'il y a justement, n'est-ce pas, des rôles, des comportements attendus de la part, euh, à l'intérieur du système binaire, de la part des garçons et de la part des filles, et qui sont basés en principe sur des différences donc, sexuelles qui n'ont rien à voir avec ces comportements et les projets de vie que chaque individu peut avoir. Et donc, on dit aussi donc cette prise de conscience est essentielle pour comprendre l'origine culturelle de nombreux problèmes relationnels dans la société et pouvoir déployer des stratégies pour les résoudre. Ce concept est central pour une proposition de travail d'éducation complète à la sexualité car il permet de réduire les degrés de vulnérabilité dus à la soumission à des modèles culturels qui ne respectent pas l'égalité des personnes. Bon. Donc, encore quelques idées par rapport à l'approche complète. Donc, c'est l'approche adoptée par le curriculum oui, pour tous les niveaux. Donc, et à côté d'autres approches comme des approches, par exemple, centrées sur les aspects biologiques ou des approches qui ne tiennent que, disons, qui se centrent exclusivement, par exemple, sur la prévention de certaines maladies ou qui se centre exclusivement peut-être sur des aspects de droit, oui, aussi. Donc, l'approche complète est celle adoptée par les curriculums et pour le travail dans les écoles. Donc, elle propose de justement dépasser les réductionnismes à travers l'inclusion de contenus appartenant à différentes dimensions de la sexualité qui se rapportent à des aspects psychologiques, éthiques, biologiques, juridiques, socioculturels, historiques et sanitaires. Ces dimensions configurent un système complexe, hein, un peu comme Nathalie disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Il y a, disons, quand on parle de sexualité, il y a euh, beaucoup de, d'aspects, de dimensions euh, qui ne sont pas nécessairement associés à la sexualité de manière spontanée. Et donc, mais ce système de dimensions, différentes dimensions,
est complexe puisque chacune d'elles est interconnectée avec les autres et interviennent dans la construction de la subjectivité. Mhm. Et cette idée de, disons, dimension interconnectée, on le verra, on pourra y réfléchir un peu plus après au moment de penser à la planification, parce que évidemment, euh, disons, de la même manière que quand on travaille les différentes compétences, oui, et compréhension orale, compréhension écrite, et expression et production orale, production écrite, on sait que on va insister peut-être sur un aspect au moment de l'enseignement, oui, pour euh, développer une compétence en particulier, mais ça ne veut pas dire elle est isolée, oui, des autres. Donc, il y a toujours peut-être des aspects, même s'il y a un aspect central qui correspond à une dimension en particulier, il y a toujours d'autres aspects qui peuvent quand même être mis en rapport, oui, et des réflexions qui peuvent apparaître, oui, qui appartiennent à d'autres dimensions. Donc, depuis une conception complète, l'éducation à la sexualité reconnaît l'importance de l'information et des savoirs, oui, mais aussi des sentiments, attitudes, valeurs et savoir-faire, oui, c'est très important, qui sont en jeu dans le rapport avec soi-même et avec les autres. Et bon, comme on disait, voilà, ce sont voilà, les aspects considérés par l'approche complète, oui. Et voilà, rapidement. Pour voir quelques contenus qui peuvent être associés à ces différents aspects. Je vous demande euh, de penser au moment où je les mentionne et ça apparaît sur l'écran, de penser si ce sont des contenus qui peuvent être justement abordés dans les cours de FLE ou qui sont en rapport avec des sujets qu'on travaille. Et, oui, pour les dimensions biologiques, oui. Là, il y a une petite partie que je rate euh, en haut, je ne peux pas les lire, mais par rapport à la reconnaissance des parties du corps, oui. Puis différence de sexe, et naissance et grossesse, changement corporel et reproduction humaine. Puis pour la dimension juridique, donc et politique publique et droits sexuels et reproductifs, cadre juridique lié à la sexualité, droits liés à l'accessibilité aux ressources, ressources face à des situations possibles de maltraitance, violation des droits, dimension en rapport avec la santé, habitudes d'hygiène, processus santé-maladie, obstacles liés à la protection de la santé, et VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles, contraception, euh, dimension socioculturelle, le genre, les stéréotypes et préjugés, et différentes configurations familiales, médias et sexualité, modèles hégémoniques de beauté, hein, sexualité comme stratégie de consommation, euh, dimension éthique, le respect des gens, la solidarité, le rejet des différentes formes de discrimination, et appréciation et respect de la diversité, et dimension psychologique, les rapports affectifs, la pression des pairs et des compétences psychosociales comme la prise de décision, l'autonomie, la résolution des conflits, l'expression d'émotions, de sentiments, d'opinions. Il faut savoir qu'il y a disons, des documents qui établissent des contenus pour tous les niveaux, pour le niveau, pour l'école maternelle, pour le niveau primaire et pour le niveau secondaire, et qui est beaucoup plus détaillé que ce que je vous présente ici. Et puis, je peux vous faire parvenir un peu plus de matériel par rapport à ça.
Et donc maintenant, on va passer à la dimension formatrice et on va essayer de penser un peu quel est le rapport entre euh, cette, cette dimension et le travail qu'on peut faire depuis l'éducation complète à la sexualité. Et donc, pour partir et récupérer cette idée de dimension formatrice de l'étude des langues étrangères, et donc, j'ai voulu récupérer d'abord cette- cette idée de Rébuse, oui. Et, le contact avec la langue étrangère brise l'illusion qu'il existe un point de vue unique. Moi, je crois que un peu, on a eu tous et toutes cette expérience au moment d'apprendre une deuxième langue, de commencer à voir et à comprendre qu'il existait qu'il existe d'autres manières de faire, d'autres manières de être dans le monde, de faire communauté. Et donc, je crois que ça, c'est un concept, une idée très importante pour commencer à penser, à développer, à travailler un peu plus pour, disons, l'empathie. C'est quelque chose dont on va parler tout de suite. Donc, le curriculum des langues étrangères est de l'année 2001 est commencé avec une première section intitulée Dimension formatrice des langues étrangères. Et un peu le but de cette section dans le curriculum était de réfléchir sur disons, l'idée que au-delà d'une dimension plus pragmatique, oui, et de cette idée de, bon, on apprend la langue pour parler des gens quand on voyage ou pour le monde du travail, oui, au-delà de cet objectif beaucoup plus pratique dans l'enseignement des langues, euh, il y a aussi donc des réflexions et un travail qu'on fait dans les écoles et qui est en rapport avec le développement mhm, de l'individu mhm, et, euh, et de l'étudiant, étudiante, citoyen et citoyenne aussi hein, dans notre communauté. Donc, conçu comme un espace privilégié pour apprendre à coexister avec la différence et à prendre conscience de l'existence de l'autre, l'enseignement des langues étrangères à l'école offre la possibilité de mettre en œuvre un travail d'articulation avec d'autres domaines du savoir. Et donc, pour ceux qui euh, ont déjà eu l'expérience de travailler dans les écoles, mais aussi pour ceux et celles qui sont en train de se former, on sait que les sujets, les thèmes abordés dans les cours de langue étrangère sont vraiment très variés hein, et touchent un peu à différents domaines du savoir. Évidemment, on n'est pas toujours des experts, prétendre un peu être expert sur un sujet pour pouvoir aborder la lecture et compréhension d'un texte, d'un document et avancer des réflexions et des hypothèses par rapport à ce sujet et reviendrait à ne plus pouvoir travailler ou à travailler avec un, disons, un univers très réduit et qui en plus serait vraiment différent d'un enseignant, enseignante à un autre. Oui. Donc ça aussi
commencer à laisser de côté cette idée qu'on doit toujours être un expert pour pouvoir aborder un sujet. Oui. Ça, au moment de penser à travailler des contenus d'éducation complète à la sexualité, c'est en général quelque chose qu'on entend, oui, de la part des profs. En même temps, oui, on ne va pas dire n'importe quoi et on ne va pas, surtout lorsqu'il s'agit de, par exemple, des sujets qui sont en rapport avec peut-être la santé, oui, des choses qu'on sait qui peuvent être, peuvent avoir des conséquences, disons, plus graves si on disait n'importe quoi. Donc, mais on a quand même une, un rôle qui nous permet de faire intervenir d'autres, disons, d'autres acteurs à l'intérieur des établissements euh, où on travaille et qui pourraient peut-être donner une réponse plus précise euh, si jamais euh, il le fallait. Oui. Donc, en ce sens, elle constitue un instrument précieux pour reconnaître et construire son propre univers socioculturel. Oui. Et je voulais également euh, récupérer ces trois concepts en principe depuis Armendáriz. Oui. C'est le concept de multiculturalisme, interculturalité et transculturalité, oui, des sujets euh, qui sont présents dans la formation de base des enseignants des langues étrangères. Donc, Armendáriz fait cette différence entre d'abord le multiculturalisme comme l'existence de plusieurs cultures dans un espace géopolitique qui les encadre. Euh, Moi, je dirais, on a peut-être l'habitude de penser au multiculturalisme, ou pour penser au multiculturalisme, penser à, disons déjà, à notre pays, une culture qui est vraiment lointaine, quand en réalité, on sait qu'à l'intérieur d'une salle de classe, en général, on a euh, des étudiants, des étudiantes qui appartiennent peut-être, qui ont des manières de faire et de vivre euh, comment dire, disons, oui, des connaissances ou qui viennent des familles qui ont des histoires oui, très diverses. Et donc, on peut trouver le multiculturalisme aussi à l'intérieur de nos salles euh, de classe. Donc, et puis, donc, Armendáriz continue avec l'interculturalité comme la dynamique qui brise les clôtures, oui, les limites de l'ethnocentrisme et des préjugés, et qui initie des interrelations et les échanges, créant des interdépendances entre les groupes d'une mosaïque multiculturelle. Mais on sait également que cette dynamique n'est pas toujours vécue d'une manière euh, positive et enrichissante. Mhm. On sait que c'est la dynamique parfois justement peut dans les rapports avec l'autre, il y a tous les préjugés, les stéréotypes aussi qui ressortent et qui doivent être euh, travaillés. Et travailler on dirait, euh, avec cette idée de transculturalité qui est proposée aussi par Armendáriz, et où elle insiste, disons, sur le fait que dans cette relation qui est établie avec les autres euh, va au-delà de simplement un flux oui, non structuré d'objets, d'images, d'histoires, de signes, d'informations, de coutumes. Mhm. Et
Et c'est aussi, on devrait quand même inclure des moyens pour donner une signification et un sens au monde de l'autre, hein, dans une attitude d'acceptation empathique. Euh, et pour nous mettre d'accord sur ce qu'on comprend par empathie, oui, d'après donc Roger, et on va dire que ça revient à la capacité à percevoir de manière cohérente et intéressée le cadre de référence de l'autre, oui, avec les significations et les composantes émotionnelles qu'il contient, dans un effort pour pouvoir se mettre à la place de l'autre, mais sans jamais perdre de vue que cette condition est toujours comme si. Donc, euh, en général, quand on parle de diversité à l'école, euh, il y a toujours le mot, par exemple, tolérance qui revient. Mhm. Et au-delà peut-être du sens qu'on peut donner chacun à ce mot, peut-être parfois on veut exprimer justement une idée qui va au-delà de la tolérance. Mais le mot tolérance, on peut en principe parfois l'associer à cette idée donc c'est comme si on donnait un peu l'autorisation à l'autre d'être là, mais voilà, et on le tolère. Donc il y a déjà comme une hiérarchie, n'est-ce pas? Il y a un groupe qui a le droit d'occuper une, une place à l'intérieur, par exemple, de l'école, et un autre groupe qui est là et qu'on doit, bon, accepter parce qu'on n'a pas d'autre choix. Oui. Et je crois que, justement, il y a cette idée quand on travaille l'acceptation et l'empathie, on doit essayer d'avoir peut-être comme objectif plutôt ce rapprochement où il y a vraiment un intérêt et de et une intention de comprendre, oui. Et comme on dit, n'est-ce pas ici, donc le cadre de référence de l'autre. Et comprendre que euh, l'autre n'a pas eu les mêmes expériences qu'on a eues, oui. Et que c'est à partir de ces différences qu'on doit essayer de accepter et de se mettre à la place. Et ici, quand à la fin on dit, sans oublier qu'il s'agit toujours comme si oui, on fait, et c'est disons, un exercice de se mettre à la place, ne pas oublier que c'est comme si pour ne pas non plus dire, oui, non, moi, à la place de l'autre, moi, je ferais ça. Oui, parce que je me mets à sa place, mais je suis toujours je finis par croire que ma réaction à sa place devrait être la réaction de l'autre, oui, ou la manière de vivre une certaine expérience. Donc, ne pas oublier que il y a quand même toujours une partie peut-être de l'expérience de l'autre qu'on ne va pas peut-être finir de comprendre complètement et que ça ne veut pas dire que c'est donc une expérience qui n'a pas de valeur ou sur laquelle on a plus à dire que ce que l'autre a à dire, oui, de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu, il ou elle. Hein? Euh, bon, donc, défi à relever. Euh, Très bien. Je vérifie, je contrôle l'horaire. Bon, si je vais très vite, vous pouvez me le dire aussi, on peut s'arrêter et revenir. Même à la fin, s'il y a des concepts ou des idées qui n'ont pas été claires, oui, n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse y revenir et approfondir un peu plus. Euh, donc, avant de penser au défi que la mise en place de l'éducation complète à la sexualité peut, euh,
nous proposer. Et je voulais insister encore sur la responsabilité, oui, des enseignants, des enseignantes dans la mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité. Euh, dans les autres formations que j'ai eu la chance de, de donner, et même aussi d'autres formations auxquelles j'ai participé, euh, il y a eu pas mal de fois cette inquiétude un peu où ce n'était pas très clair un peu jusqu'à quel point on était obligé ou non de travailler de cette manière. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, parfois il y avait des arguments un peu qui allaient du côté de bon, le manque de formation, disons, disons, euh, on peut comprendre que les espaces et on sait que les espaces de formation concernant le travail euh, des sujets qui touchent à l'éducation complète à la sexualité ne sont pas nombreux. Et dans l'histoire de la formation des enseignants et des enseignantes, on peut dire que c'est très récemment que une euh, matière a été intégrée à cette formation de base de manière obligatoire. Et moi-même, au moment de participer à cette formation offerte par la ville de Buenos Aires, euh, il y avait une quantité de places assez réduite en comparaison avec le nombre d'enseignants et d'enseignantes qui voulaient se former. Et, et donc, c'est un argument qu'on peut comprendre, mais il y a quand même une limite, je crois, dans ce qui est imposé par la loi et une dimension de notre rôle comme enseignant et qui est en rapport avec justement ce que je vais dire tout de suite. Donc, d'abord, la loi d'éducation nationale établit que les enseignants et les enseignantes ont l'obligation de protéger et de garantir les droits des enfants et des adolescents et des adolescentes, qui sont sur leur responsabilité conformément aux dispositions de la loi 26 061. Donc, ça veut dire que, par exemple, nous avons la loi d'identité de genre. Mhm. Donc, euh, c'est notre obligation comme enseignants et enseignantes de faire respecter ces droits. Mhm. Et, disons, dans les écoles où on travaille, euh, il y a, on va parler tout de suite de ça, mais c'est un peu quel est le rôle aussi de la famille, n'est-ce pas, dans tout ça. Et, il est parfois très, disons, il est pas facile, je reformule, de voir un peu les limites entre ce que la famille devrait faire et ce que l'école doit faire, hein, quels sont un peu les rôles qui se distribuent entre ces deux acteurs. Mais disons qu'on sait très bien que ce n'est pas dans toutes les familles que les droits des enfants sont respectés. Mhm. Et de la même manière que pour nous, ça peut devenir évident que on sait que dans les cas d'un abus physique ou psychologique, il y a des actions qui doivent être euh, menées par les établissements scolaires pour et sortir les enfants et les adolescents de ces contextes de violence, oui, ou essayer eh, de le résoudre, disons. Et sans aller peut-être dans ces cas assez évidents, extrêmes, il y a
même dans la question, disons, à partir du moment où on a la loi d'identité de genre, si on a des étudiants, peut-être qui ne se perçoivent pas ou qui... Ça, je suis désolé, mais je dis cette question de l'autoperception, c'est aussi polémique. On pourra y revenir, mais disons, euh, dans la question des identités, par exemple, trans, on sait qu'il y a parfois des contextes euh, familiales où on ne respecte pas la voix et l'opinion de nos étudiants et de nos étudiantes. Et l'école, justement, donc, doit protéger et garantir ses droits aussi. Hein. Les droits, par exemple, à l'identité de genre. Et bon, ils ont également l'obligation de respecter les directives de la politique éducative de la nation, oui, et de la juridiction respective et les curriculums de chaque niveau et modalité. Et de ce point de vue-là aussi, disons, nous avons justement les curriculums qui doivent être respectés parce que c'est les documents, oui, c'est le cadre normatif qui détermine justement ce qui va être enseigné dans les écoles. Il y a un curriculum d'éducation complète à la sexualité qu'on doit connaître, oui, et même si on n'a pas encore eu la possibilité de participer à une formation beaucoup plus poussée sur ce sujet, et ce sont des documents qui sont qu'on trouve sur les sites oui, du gouvernement et certainement quand on commence à travailler dans les écoles, qu'on trouve dans les écoles et qu'on a un peu l'obligation quand même de connaître et de respecter. Oui. Il faut tenir compte de ces documents au moment de planifier notre travail dans les établissements. Et puis aussi la loi 26 061 qui était mentionnée dans l'article qu'on vient de lire, de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents et des adolescentes, où on établit qu'on doit respecter les enfants et les adolescentes en tant que sujet de droit. Mhm. Et cette idée de considérer que les enfants, c'est un peu comme des objets qui appartiennent aux parents, oui, et c'est un concept erroné. Mhm. Nos étudiants et nos étudiantes sont des sujets de droit. Oui. Euh, Et donc, les enfants et les adolescents et adolescentes, ont droit notamment à l'identité, à la santé, à l'éducation et à avoir une opinion qui soit prise en considération. Ok. Donc, ça, c'est un peu comme, euh, parfois, pour ne pas avoir peur au moment de décider de mettre en place, justement, et respecter le cadre normatif et intégrer des sujets d'éducation complète à la sexualité dans le travail qu'on fait, connaître ce cadre normatif, je crois, peut rassurer, oui, et au moment peut-être de devoir parler avec les familles aussi, oui, et, ou parfois à l'intérieur des établissements scolaires avec d'autres euh, camarades même avec les autorités de l'école. Bon, concernant les défis à relever, donc, quels obstacles pouvons-nous trouver pour la mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité? Là, je vous donne la parole et encore une fois, rapidement, euh, à votre avis, peut-être à partir de vos expériences ou de ce que vous pouvez imaginer, quels obstacles on pourrait retrouver pour mettre en place ou inclure des contenus? Pour l'instant, avec, avec mes collègues, les maîtresses, on a, on n'a pas trouvé le moment de s'asseoir et planifier les activités qu'on allait proposer. Et, euh, et ce qui nous a pris
un petit peu de temps, c'est de voir comment on allait, quelle démarche on allait proposer si, vu que c'est une petite école, si on allait travailler avec deux classes ensemble, la sixième et la septième. Mhm. Euh, et voilà, donc on en est là. On a encore des choses à préparer. On s'est dit qu'on allait commencer par un brainstorming sur la sexualité, euh, comme ça, très large. Et puis travailler sur et parler des axes et des contenus euh, de la SI, de la septième, la sixième, et qu'ils choisissent d'après ce qui les intéresse le plus. Euh, et voilà, donc ça allait marquer notre voie au travail de l'année, mais on n'a pas encore commencé et on est déjà à la moitié de l'année. Ça va, ça va. Donc, je récupère trois choses que tu as dites. Le temps de planification peut devenir un défi et les choix des sujets, parce que parfois, justement, quand on passe de un point de vue peut-être plus réduit des contenus qui sont associés à l'éducation à la sexualité, et on voit qu'en réalité, c'est beaucoup plus vaste, large et varié. Donc, du coup, finalement, faire le choix de un peu hiérarchiser ou savoir à quel moment aborder quel sujet peut devenir un défi et intégrer la voix de nos apprenants, nos apprenantes et les besoins, n'est-ce pas? Et peut-être ne pas proposer oui, le défi de ne pas proposer peut-être un sujet qui pourrait ne pas les intéresser particulièrement et surtout peut-être à côté d'autres sujets qui seraient pour un groupe déterminé beaucoup plus importants ou nécessaires. Donc, super, merci. Et quelqu'un d'autre? Je vais commencer à passer de toute manière un peu la liste de ce que j'ai à partir aussi des formulaires que je vous ai demandé de compléter et d'autres expériences des formations précédentes. Donc, obstacles, donc résistance de la part des familles, on a parlé de ça aussi, résistance de la part des Oui. collègues. J'ai pensé à ça justement, à la résistance de la part de famille. Je penserais que c'est là le sujet peut-être. euh, les parents pourraient se résister ou pourraient dire quelque chose euh, qui devient un obstacle. Mhm. Mais je ne sais pas parce que je n'ai pas d'expérience dans l'enseignement, donc mais je penserai à ça. Ok, merci. Oui, il y a faire face aux familles, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais un peu comme on a vu tout à l'heure, et disons, on a un rôle et un travail à faire dans les écoles qui ne dépend pas justement des familles. Au-delà de ce qui est peut-être par rapport à la religion, et on sait qu'il y a des établissements où on peut avoir aussi une formation religieuse, mais dans les établissements publics, et ce n'est de la même manière que les familles ne peuvent pas décider à quel moment on va aborder un contenu, apprendre à étudier le verbe être, le verbe avoir. De la même manière, ne peuvent pas, les familles ne peuvent pas euh, décider à quel moment on va aborder un sujet euh, qui apparaît dans le curriculum d'éducation complète à la sexualité. Oui. Et ça, c'est un travail justement. Il faut récupérer un peu cette idée qu'on est des professionnels quand même. On s'est formé et on a un rôle à l'intérieur de l'établissement scolaire qui, qui n'est pas non plus, ce n'est pas qu'on un jour, on était là devant une école et on s'est dit, ah, je vais entrer et voir ce que je peux faire. Oui.
Et donc, c'est une tension qu'on doit reconnaître quand même. On ne va pas non plus rejeter ou exclure les familles parce qu'on sait que ça, surtout, ça laisse les étudiants et les étudiantes parfois dans un endroit, des situations qui peuvent ne pas être satisfaisantes ou même plus que ça. Euh, mais il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour intégrer les familles et aussi travailler parfois avec leurs peurs et leurs inquiétudes, oui, pour qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas qu'à l'école primaire, on va enseigner les enfants et- à faire l'amour, oui. Et, donc, résistance de la part des autorités, là aussi, n'est-ce pas, on disait de la part des collègues, et les représentations des étudiants et des étudiantes concernant l'éducation complète à la sexualité. Moi, dans les écoles où je travaille, j'ai trouvé ça aussi. Parfois, quand on veut intégrer des sujets qui ne sont pas euh, euh, grossesse, et prévention des maladies, et, disons, les grands thèmes qu'on a associés toujours à l'éducation, à la sexualité de manière plus large. Quand on veut intégrer des contenus et des sujets qui appartiennent à l'éducation complète à la sexualité, parfois, ça n'est pas perçu par les étudiants et les étudiantes comme des sujets euh, qui sont en rapport avec la sexualité aussi. Et ça peut quand même entraîner parfois un peu de résistance parce qu'ils vivent finalement ces propositions comme un essai de notre part d'éviter d'aborder les autres sujets, oui, comme une stratégie. Donc, ils ne veulent pas parler de ça, alors ils viennent parler des émotions, par exemple. Oui. Donc, comme Nathalie disait tout à l'heure, intégrer les étudiants, leurs besoins, c'est est nécessaire aussi, hein. Bon, les choix de contenu et les imprévus, oui, aussi. Bon, que pouvons-nous faire? Donc, organiser des réunions pour parler de l'éducation complète à la sexualité avec les familles. Oui. Ça, évidemment, c'est un travail qui doit être organisé par l'établissement scolaire, pas nous de manière individuelle, oui, et à partir d'un consensus, et choisir peut-être les parties du cadre normatif qui peut justement euh, euh, faire comprendre le travail qu'on fait à l'école et laisser de côté des mythes ou des discours qui circulent parfois dans les médias et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait finalement dans les écoles. Et donc, parfois, peut-être même, on peut montrer, si c'est nécessaire, quelques expériences et des expériences de classe qu'on a eues pour montrer aussi voilà, le type de travail qu'on fait. Mais attention, disons, ce n'est pas une réunion pour demander leur autorisation, mais c'est peut-être pour éviter. Mhm. Euh, En général, dans les formations qu'on suit concernant l'éducation complète à la sexualité, on insiste beaucoup sur essayer d'anticiper parfois des problèmes qui peuvent avoir lieu et ne pas attendre que les problèmes explosent, oui, à l'intérieur des établissements scolaires pour les aborder, oui, parce que parfois, voilà, c'est beaucoup plus difficile de revenir sur quelques représentations que, par exemple, les familles peuvent avoir. Euh,
à partir d'un conflit ponctuel de l'école que si on a eu des réunions avant, par exemple. Bon, et parler avec l'équipe de référents et référentes d'éducation complète à la sexualité, dans chaque établissement, il devrait y en avoir un au moins. En général, c'est un groupe de trois, un enseignant ou une enseignante et quelqu'un de l'équipe d'orientation des études, oui, disons, psychologue ou psychopédagogue, etc., et une autorité de l'école. Oui, en général, l'équipe de référents ou de référentes est composée de ces trois personnes. Il y a des établissements où cette équipe est beaucoup plus, disons, euh, nombreuse. Il y a beaucoup plus d'intégrants, plusieurs enseignants. Et parfois, c'est même plus réduit et toute la responsabilité est, est- tombe sur un enseignant particulier de l'école. Ça, c'est idéalement quelque chose qu'on devrait changer. Bon, échanger des expériences. Oui, Pardon, et les référents, les référentes, ils sont censés faire quoi? quoi? C'est une équipe qui va, disons, accompagner euh, les moments de planification pour orienter et aider, disons, la manière d'intégrer des contenus qui pourraient être abordés tout le long de l'année. Et ils vont aussi participer de manière plus active au moment de organiser les moments de formation spécifiques qu'il y a tout le long de l'année. Oui. Et les journées dédiées à. Oui. Et bon, et d'autres rôles il y a une loi aussi ici à la ville de Buenos Aires euh, qui mise sur la participation plus active aussi des étudiants et des étudiantes. Et donc, c'est l'équipe de référents qui va organiser et, disons, cette participation d'étudiants et étudiantes de différentes années et qui va les inviter à participer aussi dans les moments de planification des, des journées oui, de SI tout le long de l'année. C'est des gens qui vont avoir des formations, qui vont essayer de reproduire après à l'intérieur de l'école. Oui. Bon, donc, même si c'est... même le problème, disons, là, c'est quand, au lieu de comprendre qu'il s'agit de quelqu'un ou un groupe de personnes qui vont organiser le travail, penser que c'est leur responsabilité de tout faire. Oui. Et donc, la responsabilité est de chaque enseignant et de chaque enseignante. Oui. De choisir les contenus pour son cours et de participer et de proposer des activités pour les, les, les espaces plus ponctuels qui ont lieu tout le long de l'année. Mais évidemment, il y a une équipe qui essaye un peu de organiser le travail. Oui. Je n'ai jamais croisé un référent de d'éducation complète à la Et, sexualité. Je pense que j'ai vu passer vite fait dans un compte rendu de réunion qu'on nous envoyait par mail, qu'il y mais avait quelqu'un, un référent, mais c'est, oui, malheureusement, c'est toujours une réalité dans certains établissements. Mais si c'est un rôle qui vous intéresse, même vous pouvez vous rapprocher des autorités et pour un peu euh, commencer à bouger et vos camarades aussi pour former l'équipe et tout ça. Oui. Bon, être attentive aux besoins des étudiants, des étudiantes, oui, comme on a déjà dit.
trouver un équilibre entre les sujets les moins représentatifs de l'éducation complète à la sexualité et ceux qui sont les plus demandés, là aussi. Et ne pas laisser de côté les contenus les moins représentatifs parce qu'on ne va jamais les accepter comme faisant partie du travail qu'on doit faire, mais essayer quand même de équilibrer le travail sur les autres, oui, les sujets les plus demandés aussi. Et doser les informations, oui, ça c'est encore un aspect clé, je crois. Parfois, bon, on va aborder diversité d'identité et on veut en une journée, une seule activité et dire tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Oui. Et même parfois, une autre manière de doser les informations, c'est parfois les étudiants, et surtout ça à l'école primaire, et avec les plus petits, mais avec les adolescents aussi. Et il y a des étudiants qui viennent nous poser une question, oui, parfois n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, oui, et on se sent obligé encore une fois, de dire tout ce qu'on sait sur le sujet. Oui. Et parfois, il y a des réponses beaucoup plus simples qui répondent exclusivement à la question qu'on nous a posée. Et pour l'instant, disons, l'étudiante trouve ça suffisant. Oui. Il ne veut pas tout savoir, il y a peut-être une question concrète. Oui. Donc, doser les informations. Ne pas forcer les étudiants, les étudiantes à parler d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Oui, là aussi, quand on propose une activité, toujours penser à voir s'il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut participer et à partir d'une expérience personnelle, évidemment, voilà, ouvrir la possibilité de faire ça, mais ne pas forcer les étudiants et donc avoir préparé peut-être si on va aborder c'est pas une question qui a un rapport avec les effets des médias sur l'image du corps. Oui, donc peut-être partir de un témoignage, oui, ou une expérience, parler un peu comme à la troisième personne. Oui, donc regardez ce qui s'est passé avec cette personne. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cette personne aurait pu faire? Comment on aurait pu l'aider? Oui, et, oui. Ça, c'est un exemple d'une activité possible parmi d'autres, oui, mais donc, et prévoir, et surtout pour les sujets les plus délicats, et on les connaît, euh, partir des expériences un peu à la troisième personne. Et ça aussi, je crois, pour la femme, est très, très, très important, se permettre de ne pas avoir toutes les réponses. Oui. Si on nous pose une question, même dans une activité qu'on a préparée, il y a une question qui apparaît et on ne se sent pas à même de répondre immédiatement. Bon, on dit, oui, bon, maintenant, euh, oui, je ne sais pas vraiment, laisse-moi chercher, et puis on cherche et on revient à un autre moment, oui, sur cette question. Donc, ne pas, disons, euh, laisser la question de côté, oui, éviter, non, 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 ça, je ne peux pas te répondre à ça, mais non plus se sentir et, dans l'obligation de devoir donner une réponse tout de suite. Je dirais que surtout pour les imprévus, oui, pour ce qui est des imprévus, la meilleure réponse, c'est toujours, oui, euh, prendre le temps de réfléchir avant de faire n'importe quoi. Oui, de donner une réponse, de passer une information. Peut-être on connaît un numéro, peut-être, je ne sais pas, il s'agit d'un cas enfin, on nous demande une information sur où aller chercher, c'est pas, une attention, oui,
médicale, etc. Bon, on savait qu'il y avait un numéro, on donne le numéro, mais on ne sait pas si c'est quelque chose qui fonctionne toujours, oui, si c'est un programme qui a été est fermé. Euh, bon, et comme ça, oui, avec n'importe quel sujet. Oui. Et donc, toujours arrêter, réfléchir, aller chercher, vérifier des informations on ne connaît pas vraiment, et puis on peut revenir à un autre moment pour donner réponse à ces inquiétudes. Bon. Sergio, je voulais ajouter Oui. un petit commentaire. Il y a aussi la résistance qu'on a nous-mêmes Ah à, oui. à travailler sur ces aspects-là. Et, euh, et je me souviens qu'une fois, il y a une maîtresse qui m'a permis d'aller voir son cours et d'aller consacrer 2 heures par semaine à l'éducation complète de la sexualité. Et, euh, et pour moi, ça a été très utile de voir comment elle proposait des activités, comment elle s'approchait des élèves, quel type de discours elle avait. Mhm. euh, Parce que vu qu'on a tellement de concepts, et on est très technique avec, je sais pas, la distension, dimension psychologique, tout ça. Après, c'est comment je parle avec des élèves de 10, 11 ans. Mhm. Et, et ça m'a facilité énormément surtout pour la planification après. Mhm. Euh, qu'est-ce que j'allais proposer en premier. Mhm. Oui. Et comment? Oui. Ouais. Et, C'était très utile de voir d'autres pratiques oui. avant de me mettre Échanger, dans cette zone. échanger avec nos camarades. Oui. Et partager des expériences. Et, moi, je sais que je suis conscient que là, un peu ce que je vous dis et ce qu'on peut imaginer comme solution, etc., à partir de ces défis qui peuvent apparaître, et parfois, c'est des réponses qui impliquent euh, un effort supplémentaire de notre part, oui, parce que comme tu dis, peut-être aller observer quelqu'un, même si cette personne te le permet. Et c'est vrai que peut-être ça peut être en dehors de l'horaire que tu es censé être à l'école, oui, et ça ne devrait pas être comme ça. Donc, bon, je reconnais qu'il y a toujours une tension là aussi, oui, entre, euh, ou comme je disais tout à l'heure, il y a la volonté de se former, mais parfois il n'y a pas assez de propositions, oui, pour, ou même variées, spécifiques pour nous déjà, oui. Par exemple pour le cours de français ou pour les cours de langues étrangères en général, mais, mais de manière générale, parfois non plus, et avec les horaires qu'on a aussi pour suivre ces formations. Et du moment où on doit assurer un certain nombre d'heures de cours dans les établissements. Oui. Donc, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, oui, ou comme ça devrait être. Mais, mais échanger avec nos pairs, oui, d'autres enseignants et enseignantes, je crois que c'est quelque chose d'enrichissant et, et pas que pour l'éducation complète à la sexualité. Je crois que ça, c'est de manière générale, oui, pour n'importe quelle, euh, les démarches, et, oui, parfois, comme des pratiques sur lesquelles on s'installe et qu'on arrête de voir qu'on peut faire autrement et qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. Oui, donc se permettre aussi de changer. Mhm. Merci.
Bon, et donc pour cette dernière partie, et quelques réflexions concernant la planification. Et je vais aller un peu plus vite. Comme ça, on a quelques minutes à la fin pour échanger un peu plus et voir s'il y a des questions. Donc, planification, quelles variables devons-nous considérer? Et voilà, maintenant, je ne vais pas vous dire quelque chose de super innovant, mais c'est juste un peu pour avoir ça en tête. Et bon, le niveau d'enseignement, un peu comme Nathalie disait aussi tout à l'heure, comment on fait pour, on ne parle pas de la même manière d'un sujet, on ne l'aborde pas de la même manière avec un groupe de l'école primaire, un groupe de l'école secondaire. Oui. Et, et un peu peut-être en rapport avec ce qu'on disait concernant le dosage d'informations. Et bon, le niveau de langue des étudiants et des étudiantes, évidemment, oui. Parfois, on trouve un texte qui est super intéressant, un document, oui, ou oral aussi, mais peut-être ce n'est pas le moment, oui, parce que les étudiants n'ont pas assez on ne doit pas oublier un peu dans ce travail qu'on fait que euh, c'est un cours de français langue étrangère. Vous voyez, donc on doit essayer et il y a, bon, on sait déjà, oui, c'est très complexe tout ce qui se passe à l'intérieur de la salle de classe, oui, au moment d'enseigner et, et dans ce processus d'enseignement-apprentissage. Mais et, donc, si on trouve un document qui est intéressant pour X raisons, euh, parfois, il y a des documents qui peuvent nous servir nous-mêmes pour nous former, pour avoir un autre point de vue nous-mêmes. Et c'est pas nécessairement un document qu'on va utiliser dans une activité avec nos étudiants et nos étudiantes. Oui. Et, ou qu'on peut adapter ou qui peut nous donner d'autres idées. Bon, le travail transversal avec d'autres matières. euh, à l'école secondaire, aujourd'hui, au moins dans la ville de Buenos Aires, est déjà imposé dans les espaces de TCI, oui, mais la possibilité de faire des travaux, des projets avec d'autres matières. Et, donc pour la vérification, le travail par projet. Mhm. Bon, les consignes, la démarche, les supports et les rôles des enseignants et des étudiants. Et même cette idée quand on parle des rôles, et cette idée de l'enseignant comme le détenteur du savoir ou comme quelqu'un qui comprend que les étudiants et les étudiantes peuvent avoir parfois des connaissances et on n'en a pas. Ce qui ne revient pas à dire que, comme on l'entend aussi parfois, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, et penser que les étudiants, seulement du fait qu'ils sont nés à partir euh, une certaine époque, ils savent déjà tout faire et du coup, notre rôle comme enseignant et enseignante est, est un peu comme laissé de côté, comme si on n'avait rien à donner, à dire. Oui, ça non plus, ni un extrême ni l'autre. Mais euh, ça, c'est quelque chose donc aussi dont il faut tenir compte. Bon, on peut se poser donc ces trois questions en principe pour intégrer des contenus d'éducation complète à la sexualité dans nos activités. Donc, quelle est la place du contenu d'éducation complète à la sexualité à l'intérieur de la séquence didactique?
Dans quelle mesure les étudiants et les étudiantes peuvent identifier les contenus comme un sujet d'éducation complète à la sexualité? Et dans quelle mesure les documents utilisés s'adaptent à la perspective de genre? Oui, à cette idée de, disons, ben, surtout parce que ça peut reproduire, ça peut être des documents qui reproduisent peut-être des idées qu'on veut laisser de côté, ce qui ne veut pas dire que ce sont des documents qu'on va laisser de côté, qu'on va, euh, euh, disons, parfois on peut récupérer un document pour le critiquer aussi. Oui. C'est pas au moment d'aborder, par exemple, les vêtements. Parfois, les méthodes qu'on doit utiliser continuent de séparer vêtements pour hommes et pour femmes. Et on peut travailler le vocabulaire, mais proposer quand même, ajouter des consignes pour, oui, ou d'autres documents à côté pour avancer un peu une réflexion sur euh, la mise en question de cette division des vêtements en hommes et femmes. Oui. Donc, et moi, je vous propose de penser ça, voilà, à partir d'une cible, oui. Et donc, pour chaque question, on pourrait établir différents degrés, oui. Donc, par exemple, la place du contenu de l'éducation complète à la sexualité à l'intérieur de la séquence didactique. C'est le sujet que je veux travailler, oui. Donc, par exemple, je vais travailler diversité d'identité comme sujet central, c'est mon sujet, ou il y a des réflexions à propos de ce contenu que je peux un peu inclure, mais dans un travail qui est plus large. Oui. Par exemple, quand on avait au début les quartiers. Bon, et si on va décrire des bâtiments, oui, ou et connaître des noms des rues, le plan d'une ville, etc. En principe, on peut se dire, bon, là, il n'y a rien à dire à propos de l'éducation complète à la sexualité, mais non, parce que, par exemple, pas nécessairement parce que il y avait cette autre question de quels sont mes endroits préférés. Et parler de soi, oui, déjà du moment où on va partager, peut-être quand on parle de son quartier, oui, à un moment donné dans l'unité didactique, si je veux parler de mon quartier, peut-être il y a des endroits que je connais, que je visite, qui ont quelque chose à voir avec mon identité, mes goûts, oui. Et donc, il peut y avoir des réflexions ou des choses à dire euh, à, à propos de ça. Oui. Bon, même chose pour l'identification du contenu comme un sujet appartenant à l'éducation complète à la sexualité. Parfois, c'est très évident, parfois pas du tout, et on doit le faire explicite. Oui. Ça, c'est aussi un contenu d'éducation complète à la sexualité. Oui. Peut-être le dire un peu en passant parfois, oui, mais insister pour qu'on puisse commencer à comprendre qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés. Et dans quelle mesure les documents utilisés s'adaptent à la perspective des genres? Même chose, oui, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est un document où on tient compte de la diversité d'identité, oui, on essaie de dépasser la reproduction de certains rôles ou stéréotypes de genre, ou parfois ça le reproduit, oui. Et donc, du coup, ça peut être encore plus euh, rapproché ou écarté de l'idée, oui, qu'on peut faire passer. Et donc, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Donc, ça c'est deux exemples, simplement pour, à partir d'un document, essayer de récupérer un peu ces questions. Ça, c'est deux affiches de Élise Gravel. Et je vais vous passer son site après. Elle produit pas mal euh, d'images, oui, comme ça, qui permettent d'aborder des réflexions qui sont intéressantes pour l'éducation complète à la sexualité. Oui. Et donc,
Ici, on a d'abord cette petite BD, la petite voix méchante. Oui, donc je lis, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit parfois des bêtises. Oui, tu es nul. Elle me rend triste et m'enlève ma confiance en moi. Ton dessin est laid. Je pense que tout le monde a une petite voix méchante à l'intérieur. Tu es faible, tu es laide, tu es stupide. Elle parle fort, mais c'est une menteuse. Pauvre petite voix méchante. Elle a juste besoin d'attention. Il ne faut pas lui en donner. Tu m'écoutes, espèce de patate? Non. Oui. Donc, et puis à côté, on a donc tout le monde peut aimer. Et voilà, oui, le bleu, le rose, les princesses, les dinosaures, les sports, la danse, les bébés, les licornes, la construction, l'école, la lecture, la cuisine, les blagues d'épée, l'informatique, la planche à roulettes, oui, les cheveux courts, les cheveux longs, le maquillage, les camions, la science. Oui. Donc, un peu pour échanger maintenant, est-ce que ces documents, on reprend les idées de ces trois questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est utile pour aborder des contenus qui sont euh, évidemment, disons, qui font partie évidemment des contenus abordés dans l'éducation complète à la sexualité ou non? Est-ce que ce sont des documents qui tiennent compte de la perspective de genre? Avec quel groupe on pourrait travailler ça? À quel moment? Une unité didactique? Je vous écoute. Bon, je sais pas. Désolée, on est en train d'élaguer un arbre juste face à mon immeuble, donc on va écouter des bruits. Bon, je pense pour le petit, bien sûr, la première séquence, je pense que c'est utile pour travailler les sentiments, les émotions, Mhm. pour reconnaître, pour apprendre à reconnaître aussi les émotions, pour nommer les émotions. Même, je sais pas, on pourrait penser que, euh, je sais pas, s'il y a des adultes, par exemple, chez un étudiant qui prend ce rôle de ces voix méchantes, peut-être, on pourrait aussi profiter de ça pour connaître la situation de l'élève. Donc, oui, c'est très bien pour travailler cela, non? Reconnaître les émotions, nommer les émotions, peut-être gérer aussi les émotions. Bien, une fois on reconnaît que, je sais pas, cette voix me rend triste, bon, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire face à cette émotion de manière correcte, non? Donc, ça. Oui, ou même peut-être pas correct, mais penser à des stratégies pour faire face à ça, n'est-ce pas? Parce que, bon, ici, on propose de ne pas faire attention, oui, à cette voix, mais on sait que c'est pas évident, c'est pas facile. Et, et, et quand on parlait, par exemple, de doser les informations, voilà, parfois, on peut travailler la compréhension et peut-être je pense que là, le message est assez euh, clair quand même, n'est-ce pas? Et au-delà de quelques questions qu'on pourrait poser pour vérifier aussi la compréhension et, et un peu les réflexions qui peuvent sortir de là. Et encore une fois, il ne faut pas non plus surcharger après, n'est-ce pas? Oui, parce que moi aussi, je peux penser on pourrait même essayer de penser d'où elle vient, cette voix, n'est-ce pas? Et qui nous dit ça? C'est la télé, c'est à la maison, c'est les camarades, oui.
Mais voilà, on doit quand même euh, parfois tenir compte du contexte où on propose l'activité et savoir même déjà si les étudiants et les étudiantes ont le niveau pour répondre à ces questions, euh, ne pas tomber non plus dans une séance de psychologie, oui, de thérapie. Et même si, disons, penser à ça peut devenir une expérience qui aide aussi dans la maîtrise oui, des sentiments et peut ouvrir peut-être d'autres questions. Oui. Euh, ok. Et vous pensez que ce serait évident pour les étudiants de penser qu'il s'agit d'une activité d'éducation complète à la sexualité? Euh, Ça dépend du concept qu'ils ont en fait de qu'est-ce que l'éducation complète à la sexualité. Je crois qu'en général, on pense seulement à la sexualité en tant que sexe, en tant que quelque chose lié à ça. Donc, Mhm. si ils ont cette conception, peut-être non, c'est pas évident. Voilà. Mhm. Oui, je pense que c'est un peu moins, pour cette première, ce premier document, c'est un peu moins évident. Oui. Euh, alors que pour le deuxième, qu'est-ce qu'on peut dire? Disons, déjà le niveau de langue, n'est-ce pas? Et là, il y a Lou qui dit, chez les adultes, parfois, il y a un peu de résistance de la part de personnes âgées à parler de ce type de sujet, comme les émotions. Elles se sentent mal à l'aise au début et ne les voient pas comme éducation complète à la sexualité. Oui, tout à fait. Et, oui, parce que parfois, on sent aussi, on peut sentir aussi l'obligation de parler de nous-mêmes, oui, et de partager plus que, et, disons, des choses que peut-être on ne veut pas partager, mais en plus, ou des choses qui n'est, disons, ce n'est pas non plus l'objectif là, et de nous, en tant qu'enseignants, aller parler de nous-mêmes, oui. Et, ok. Et, donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, peut-être pour le deuxième, à propos de la perspective de genre. Je crois que l'aspect binaire féminin, masculin peut être plus repérable dans le deuxième. Mhm, Et, et surtout, j'imagine mes élèves un peu en se moquant de moi parce que tout le monde peut aimer le rose et les bleus. Je pense que c'est déjà assez déconstruit. mm, ok. Langagièrement, c'est assez déconstruit. Par contre, le football pour les garçons pendant la récréation et après d'autres sports Mhm, pour les gens qui aiment le foot. oui. Hum, Disons, mais pour les... oui, ça pourrait être intéressant comme exercice euh, de production de dire, je sais pas, tout le monde peut aimer le bleu, le rose, et moi j'aime, et à eux et à elles de choisir ce qu'ils veulent.
Mhm. Oui, oui, tout à fait. Moi-même, je pensais, comme à partir de ta réflexion, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont peut-être déjà dépassées. Bon, peut-être dire, par exemple, peut-être lesquelles, et si on devait mettre à jour, n'est-ce pas, s'il y a des choses qui restent, n'est-ce pas, encore comme des difficiles à parce que ça aussi, n'est-ce pas, peut-être on considère que c'est déjà dépassé, mais on peut trouver, il peut y avoir un étudiant, une étudiante, que peut-être dans sa maison, on continue de reproduire ça, oui, et qui continue d'entendre euh, ce type n'est-ce pas, de Oui, discours. mais je pense que moi, on les voit, par exemple, ils peuvent, je travaille avec des élèves de 11 12 ans. Et ils me disent, oui, oui, madame, tout le monde aime le bleu, le rose. Mais après, dès que tu regardes leurs trousses, bah, il y a la moitié des trousses des filles qui des trousses roses, pardon, et après des trousses noires ou de football pour les garçons. Tu te dis, bon, ok. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas acheté eux-mêmes, mais Ouais. on voit quand même que discursivement, ils savent déjà où on veut aller, mais on vit quand même dans un monde qui reste assez binaire. Mhm. Oui, je pense surtout, par exemple, par le maquillage qu'on a ici dans l'image. Mhm. Le maquillage reste quelque chose du domaine du féminin. Donc, peut-être on pourrait présenter, selon l'âge, bien sûr, mais pourrait présenter quelques images ou une petite vidéo de, je ne sais pas, euh, de, des magazines de mode ou quelque chose comme ça pour voir, bon, vraiment, c'est quelque chose que ça appartient aux deux, au tout le monde, ou est-ce que reste pour les femmes? Donc, on pourrait poser ou proposer Mhm. un débat peut-être autour du sujet. Oui, ou voilà, quand la première question, c'était aussi, n'est-ce pas, le moment à l'intérieur de l'unité didactique où on peut travailler le document, n'est-ce pas? Et parfois, pour vérifier si vraiment ce sont des idées dépassées ou si ça continue d'être installé, on peut justement ne pas partir de ce document comme déclencheur pour une activité, oui, mais partir peut-être d'une pub, oui. Et, par exemple, je sais pas, oui, pour la fête des enfants ou un truc comme ça, où on sait il y a eu des campagnes publicitaires polémiques, n'est-ce pas? Et montrer ça et d'abord commencer par est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention, n'est-ce pas? Comme récupérer à partir de l'image, oui. Et, et, et donc, arriver à cette image à la fin, peut-être, à proposer ce document à la fin. Mhm. Et même pour les mettre en rapport avec le premier document, quels sont les éléments dans le premier document qui étaient toujours et, associés exclusivement aux hommes et aux femmes, oui, par exemple. OK. Bon, il nous reste 2 minutes et jusqu'à l'heure qu'on vous a dit de rester. Et donc, je vais vous passer ça après par mail et il y aurait la publication de la vidéo aussi sur la chaîne de YouTube du Linguas. Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'une attestation pour votre participation aujourd'hui, vous pouvez laisser vos coordonnées sur le chat ou envoyer ça par mail. Et donc, en principe, voilà, vous remercier de votre participation ce matin. Et, et maintenant, je suis à l'écoute s'il y a quelques petites dernières réflexions ou questions que vous aimeriez poser. Autrement, on peut continuer de échanger par mail ou dans d'autres contextes. Est-ce qu'il y a des séquences ou
des activités déjà préparées pour la primaire en français? Et en général, pour l'école primaire, c'est un peu plus difficile de trouver des propositions didactiques déjà euh, toutes faites. En général, ce qu'on trouve sur Internet, parfois, c'est plus orienté vers français langue maternelle. Mm. Et il y a le problème du niveau de langue, n'est-ce pas? Parce que parfois ça. Et on avait préparé quand même une liste de ressources avec Agustina Peña, et, avec qui on a donné une formation aussi à Escuela de Maestros. Et je peux récupérer ça et vous faire parvenir cette liste aussi de ressources sur Internet. En principe, il y a des albums, oui, des livres-albums intéressants et d'autres qui peuvent sembler intéressants à première vue, mais qui finissent par être quand même, par reproduire quand même parfois des idées qui ne sont pas très... Mais je crois que peut-être deux petites choses de ma part. La première, il faut pas avoir peur ou laisser de côté des documents voilà, tout de suite parce qu'ils ne correspondent pas à les points de vue, l'approche qu'on adopte. Oui. C'est, on peut toujours les récupérer pour les critiquer, pour les compléter, pour les interroger d'une autre manière. Oui. Donc, ça dépend des consignes qu'on va donner. Et, mais on va se trouver en- pas mal de fois coincé avec des documents qu'on nous impose, oui. Parfois parce que c'est le matériel qu'il y a dans l'établissement où on travaille et on sait que nos étudiantes n'ont pas accès à d'autres matériels et donc on choisit d'utiliser ces manuels, etc. Mais donc il faut là avoir un regard critique et peut-être un travail sur les consignes qu'on va proposer. Oui. Mais a priori, je dirais qu'il n'y a pas de documents à bannir. Oui, et dans certaines limites, évidemment. Et, et la deuxième chose, une petite réflexion que je ne voulais pas euh, euh, laisser de côté ce matin, et dans l'une des dernières formations qu'on a eues pour les enseignants des langues étrangères, et, il y a une enseignante qui a partagé cette réflexion que, en général, le cours de langue, c'était le premier endroit où on nous posait des questions euh, qui nous faisaient vraiment penser à des choses très personnelles, n'est-ce pas? Comme parler de ses goûts, de ce qu'on aime, de ce qu'on déteste. Et c'est parfois vraiment une première expérience voilà, un instant, un moment où on prend le temps de, de nous connaître un peu plus. Oui. Et je pense que c'est de ce point de vue-là que vraiment le cours de langue étrangère est, est vraiment privilégié pour aborder, oui, des contenus d'éducation complète à la sexualité. Et évidemment, chaque cours va trouver sa manière d'intégrer des contenus. Et en principe, c'est quelque chose qui peut être réalisé dans n'importe quelle matière. Mais je crois que la diversité de thèmes, de sujets abordés et en plus vraiment le rapport que ces sujets ont dans la construction de l'identité et le contact avec euh, les autres, oui, et ce travail sur l'empathie et sur
Donc, c'est ça ce qui fait que les cours de langue étrangère soient vraiment privilégiés pour aborder ce travail. Et voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a encore un petit truc que vous aimeriez partager. Et Juste que ces classes de formation me donnent toujours l'espoir et j'arrive à l'école toute contente. Je débarque. Voilà, mes chers élèves, on va travailler, c'est sûr. C'est le petit, comment on dit? Ça me booste oui, pour aller, pour aller travailler sur l'éducation complète à la sexualité. Donc, merci beaucoup, Sergio. merci à vous. Et encore une fois, et bon, vous pourrez revoir ça après. Je vous enverrai quand même la présentation et tout ça. Et si jamais il y a des questions ou des réflexions que vous voulez partager, vous pourrez m'écrire, oui, me contacter. Bon, Merci beaucoup. merci à vous.